Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Les dirigeants du monde entier sont réunis à Paris pour la COP21, la conférence de l'ONU consacrée au changement climatique. Le président chinois Xi Jinping rencontre le président russe Vladimir Poutine en marge de la conférence sur le climat. Le FMI inclut le renminbi dans les droits de tirage spéciaux, son panier de devises qui sert d'actif international de réserve. Les bourses de Londres et de Shanghai étudient la possibilité d'un rapprochement de leurs marchés. Et retour dans la capitale chinoise Beijing où se tient le salon international chinois de la bijouterie. Et à la une de l'actualité, le changement climatique. C'est le deuxième jour de la conférence sur le changement climatique à Paris. À l'ouverture de la conférence lundi, les dirigeants mondiaux ont appelé à une action immédiate et à un accord solide pour limiter le réchauffement et aider à garantir la paix mondiale pour les futures générations. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours à la cérémonie d'ouverture et déclaré que la Chine avait confiance et était déterminée à honorer ses engagements pris pour lutter contre le changement climatique. Le président français François Hollande a accueilli les dirigeants mondiaux alors qu'ils arrivaient pour la conférence sur le changement climatique de l'ONU. Plein de promesses et d'attentes, plus de 250 chefs d'État étaient à Paris pour le lancement d'une tentative ambitieuse de limiter la hausse des températures de la Terre. Presque immédiatement après être arrivés, les présidents chinois et américains se sont rencontrés en marge de la conférence et se sont engagés à travailler ensemble pour combattre le changement climatique. Obama a conseillé aux négociateurs de parvenir à un accord significatif et il a ajouté que les États-Unis s'engageaient à limiter le réchauffement mondial. Je suis ici à titre personnel en tant que dirigeant de la plus grande économie mondiale et en tant que deuxième plus grand émetteur pour dire que les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas seulement leur rôle dans la création de ce problème, nous assumons notre responsabilité pour faire quelque chose envers cela. Tandis que le président chinois a réitéré les engagements de la Chine. L'accord de Paris doit se concentrer sur le renforcement des actions mondiales post-2020 sur le changement climatique et encourager les efforts mondiaux pour poursuivre un développement durable. L'accord de Paris doit aider à satisfaire les objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et tracer la voie au développement vert, suivre les principes et les règles formulées lors de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, contribuer à leur mise en application totale et effective, établir un contrôle réel de l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre et encourager les pays à poursuivre un développement vert, circulaire et à faibles émissions. L'accord doit aider à galvaniser les efforts mondiaux, encourager une forte participation et enfin offrir des dispositions institutionnelles qui propulsent les pays à faire des efforts concertés. Les observateurs disent que les engagements de Xi Jinping montrent que la Chine est prête à jouer un rôle central ici à Paris. Au cours des dernières années, ce que nous avons vu, c'est que la Chine passe d'un pays qui est accusé, littéralement accusé, d'être un pays leader du combat contre le changement climatique. Les dirigeants ne resteront à la rencontre qu'une seule journée. Leurs négociateurs ensuite essaieront de parvenir à un accord. La Chine est le plus grand émetteur de pollution au carbone dans le monde. Néanmoins, Beijing a travaillé pour améliorer la gestion environnementale et réduire les émissions au cours des dernières années. La Chine s'est engagée à poursuivre un modèle de développement vert au cours des 5 prochaines années, accroissant la part des carburants non fossiles au sein du portefeuille énergétique du pays. Le plan est de se reposer sur le vent, le soleil, la biomasse, l'eau ainsi que l'énergie géothermique. Beijing a en outre indiqué qu'il trouverait des moyens plus propres de brûler les énergies fossiles telles que le charbon. La Chine est déjà le chef de file en matière d'investissement dans les énergies propres.
Selon un rapport du gouvernement récemment publié, la part des carburants non fossiles dans la consommation primaire d'énergie a atteint 11,2% en 2014. Il s'agit d'une hausse de 1,4% par rapport à 2013. La Chine dispose de la plus grande capacité photovoltaïque solaire et des plus importants marchés éoliens au monde. Le nombre de stations d'énergie hydraulique en Chine représente un quart du parc mondial. Le développement rapide de l'énergie propre a contribué au déclin des émissions de carbone en Chine par unité de PIB. De 2005 à 2014, la consommation énergétique de Chine par unité de PIB a baissé de 29,9% et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont chuté de 33,8%. Durant cette période, les données des pays développés n'ont baissé que d'environ 15% et les niveaux moyens mondiaux n'ont pas tant changé que cela. Donc il faut le dire que la Chine a connu de grandes avancées dans la réduction des émissions de carbone, en particulier dans la réduction de ses émissions par unité de PIB. Le développement économique de la Chine vient d'entrer dans une nouvelle phase baptisée « Nouvelle normalité ». Son objectif est de passer d'une économie fortement consommatrice d'énergie et basée sur les exportations à une économie fondée sur la consommation intérieure et l'innovation. Reportage dans une entreprise privée qui cherche à participer à la transformation verte du PIB de la nation. Elion Resources s'est engagé à prévenir la dégradation des sols et à transformer les déserts en cités. Situé en Mongolie intérieure, le désert de Kubushi est aujourd'hui une zone écologique grâce aux efforts de ce groupe. Elion Resources a d'ailleurs signé avec les Nations Unies une convention visant à combattre la désertification. Ils travaillent ensemble pour s'opposer à la dégradation des sols et au changement climatique. C'est en mars 2015 que le premier fonds de placement privé pour la route verte de la soie a été lancé. Ce fonds sera utilisé dans la construction de panneaux solaires écologiques pour produire une énergie propre aussi bien en Chine que dans d'autres pays. Notre entreprise se concentrera sur les énergies vertes, le secteur écologique, la renaissance écologique qui comprend la restauration des sols. Je pense que notre stratégie de développement du secteur vert ne sera possible qu'avec l'aide d'outils financiers. Aujourd'hui, le gouvernement chinois s'attend à une croissance plus lente, plus propre, mais aussi plus stable. Le prochain plan quinquennal chinois s'oriente sur une voie plus respectueuse de l'environnement pour ce pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Parmi les mesures prises, on peut citer l'utilisation d'énergie à faible empreinte carbone et l'encouragement des entreprises à moderniser leurs techniques. Le Climate Group est une organisation à but non lucratif. Ses activités sont internationales et s'organisent autour des entreprises et des gouvernements dans le but de favoriser les technologies et les politiques propres. L'objectif est d'élargir les marchés des technologies propres tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Wu Shangguo est la femme qui dirige cette équipe depuis près de 9 ans. La Chine a massivement participé, par le biais d'investissements colossaux, aux technologies d'énergie renouvelable, la fabrication d'équipements et d'infrastructures, à la réduction des coûts et raccourcir de manière significative la période qui précède la possibilité pour la Chine, mais aussi la communauté internationale, de développer les énergies propres. Elion Resources signifie une grande opportunité pour l'entreprise. Sa technologie d'atomisation de microcharbon a été saluée sur le marché. Comparée aux traditionnelles chaudières à charbon, elle permet de réduire la quantité de charbon de 30% tout en éliminant poussière, scories et fumée. Le prochain plan quinquennal de la Chine exige de la qualité plutôt que de la quantité. En remportant le combat de la qualité et de la satisfaction, l'image de l'entreprise peut être améliorée. Je pense que ces deux critères devraient être des mesures élémentaires du développement durable des entreprises. Et j'estime que les groupes privés joueront un rôle positif dans ce domaine. Wang Wenbiao affirme que la garantie écologique devrait être une priorité de la stratégie Une ceinture et une route. En tant qu'un des fondateurs du Fonds de la route verte de la soie, il est convaincu qu'il existe un marché vaste et dynamique pour les industries vertes. Lors de la dernière visite du président français François Hollande en Chine, la Chine et la France avaient élaboré une déclaration conjointe confortant la concertation permanente et la contribution essentielle de la Chine dans les efforts de négociation. Celle-ci a abouti à un accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de l'environnement, nous avons une concertation permanente qui a permis d'aboutir
pendant la visite du président François Hollande, à une déclaration conjointe qui est une contribution que la Chine et la France ensemble apportent à la négociation qui a lieu entre le 30 novembre et le 12 décembre. Il y a 196 pays, c'est une conférence des Nations Unies pour le climat. Nous voulons un progrès, nous voulons un succès, c'est-à-dire d'abord que chacun annonce des mesures qui permettront de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température. Nous voulons, et c'est la proposition chinoise et française, qu'à intervalles réguliers, nous nous retrouvions tous ensemble pour dire où en es-tu? Quel est ton projet? Est-ce qu'on a avancé? Nous ne voulons rien imposer parce que chaque pays est souverain, chaque pays est libre de ses décisions, mais nous voulons encourager chacun à faire des efforts. Et pour cela, il faut mobiliser un certain nombre de moyens, il faut transférer des technologies. La France et la Chine ont fait des propositions qui doivent permettre un succès à cette conférence, car elle concerne l'ensemble du monde. La Chine, dans cette affaire, dans cette négociation, joue un rôle de pivot par son importance, par son poids dans le monde, et nous nous réjouissons de la façon dont la Chine prend ses responsabilités et nous essayons de les prendre, nous, avec elle. Alors ces coopérations, elles existent déjà et il faut les amplifier. C'est tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le traitement des eaux sales, tout ce qui concerne les déchets industriels, tout ce qui concerne la ville durable, par exemple l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est aussi dans un autre domaine, l'agriculture. Il faut pouvoir nourrir les gens sans polluer, sans pesticides. La Chine est un grand pays agricole, la France est aussi un grand pays agricole. Nous pouvons trouver des coopérations, des partenariats. Les domaines ne manquent pas entre nous et ce sont des domaines qui aboutiront à renouveler notre modèle économique, à respecter l'environnement, à créer de la croissance et donc des emplois. Et c'est là une chance que cette conférence et les coopérations qu'on peut en tirer. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en marge de la conférence sur le climat lundi. Les deux dirigeants sont tombés d'accord sur la nécessité de coopérer en matière de lutte contre le terrorisme. Le président chinois a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la communauté internationale, dont la Russie, pour combattre le terrorisme et sauvegarder les intérêts communs du monde. Il a déclaré que le partenariat stratégique global qui relie la Chine et la Russie allait bon train. Il a ajouté qu'il était nécessaire pour les dirigeants des deux pays d'avoir des échanges fréquents sur les sujets bilatéraux, régionaux et mondiaux. La Chine est désireuse de faire des efforts avec la Russie pour aller de l'avant la coopération dans tous ces domaines. Poutine dit quant à lui que la Russie veut travailler avec la Chine pour renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et dans d'autres domaines et promouvoir la démocratie dans les relations internationales. Et le président chinois Xi Jinping a quitté Paris pour l'Afrique. Son premier arrêt est au Zimbabwe pour une visite d'État de 2 jours. Jeudi, il se rendra ensuite en Afrique du Sud pour une visite d'État durant laquelle il présidera le Forum sino-africain de coopération à Johannesburg ce vendredi. Et on se retrouve juste après une courte pause. Et deuxième partie de cette édition, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé qu'il allait inclure la devise chinoise, le renminbi, dans le système du droit du tirage spécial ou DTS. Le DTS est un panier de devises du FMI qui inclut le dollar américain, l'euro, la livre sterling et le yen japonais. Cette approbation fait que le renminbi est la première devise d'un pays émergent à être inclus dans le DTS. Depuis 2010, le dollar compte pour 41,9% du panier, l'euro pour 37,4%, la livre pour 11,3% et le yen pour 9,4%. La répartition des devises au sein du panier est revue tous les 5 ans. Les pays peuvent utiliser le DTS pour rembourser leurs prêts au FMI ou pour ajuster la composition de leurs réserves. En principe, le FMI peut ordonner à un pays membre d'acheter le DTS d'un autre membre se trouvant dans une position difficile afin de garantir le bon fonctionnement du marché. Singapour est le second centre RMB offshore par ordre d'importance. Il a connu une demande très importante pour des transactions directement en yuan depuis que la Chine est devenue son premier partenaire commercial. Cela a fait de ce pays un pionnier dans le processus d'internationalisation du yuan chinois. Le volume de règlement en yuan a augmenté rapidement à Singapour.
Au cours de la première moitié de 2015, il a grimpé jusqu'à atteindre 570 milliards de yuan, soit 10% des transactions chinoises à l'étranger. Les deux pays ont fait de grandes avancées pour permettre cette dynamique. Les transactions directement en yuan ont débuté en octobre de l'année dernière. En dehors des règlements commerciaux, nous sommes autorisés à nous lancer dans divers services en yuan tels que le financement du commerce, les transactions de capitaux, ainsi que les obligations et les services bancaires aux particuliers. On a assisté à de nouveaux développements cette année, les banques chinoises ayant lancé de multiples centres régionaux de produits financiers à Singapour, dans ce qui fait partie de ce que les professionnels appellent la route électronique de la soie. Nous allons lancer un centre de rachat sur les marchés mondiaux de la Banque de Chine et un centre international de financement de l'énergie à Singapour. Nous allons au-delà des services financiers traditionnels et nous proposons aujourd'hui des produits et des services innovants qui sont créés sur mesure pour répondre aux besoins des clients. Pour la branche Singapour de la Banque de Chine, les actifs en yuan représentent un tiers du total. Et alors que le nombre de ceux qui prédisent la prochaine inscription du yuan dans le panier des DTS augmente, les experts affirment que cette dynamique ne pourra que s'accélérer. La Commission de régulation des marchés financiers de Chine déclare que les observateurs des valeurs mobilières chinois et britanniques étudient la faisabilité d'un programme pour lier les marchés boursiers de Shanghai et de Londres. La Chine et le Royaume-Uni ont commencé l'étude de faisabilité pour lier les bourses de Shanghai et de Londres. Concernant la surveillance des autorités d'audit transfrontalier, le côté britannique a déclaré que le Conseil de l'information financière est actuellement responsable du travail. Les nombreuses entreprises de comptabilité chinoises ont commencé à réaliser des plans de coopération avec leurs homologues britanniques. La Chine est intéressée dans le modèle britannique de la surveillance des autorités d'audit transfrontalier et souhaite communiquer et coopérer davantage avec le Royaume-Uni. Le vice-président de la Commission de régulation des marchés financiers, Fang Xinghai, s'est entretenu avec le PDG de la Bourse de Londres, Nikhil Rathi, la semaine dernière. Ils ont discuté de la liaison des bourses et d'autres mesures de coopération financière. Similaire à la liaison des marchés boursiers Shanghai-Hong Kong, la liaison des bourses Shanghai-Londres permettra aux investisseurs britanniques d'échanger des actions avec les actions chinoises cotées à la bourse de Shanghai. La liaison des programmes des bourses fait partie des efforts du gouvernement chinois d'ouvrir son marché financier. Les deux pays s'étaient accordés à réaliser une étude de faisabilité du programme lorsque le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Royaume-Uni en octobre dernier. La plus grosse pépite d'or du monde est arrivée à Beijing. Parmi d'autres objets hors du commun, une météorite en forme d'oiseau est également présentée au Salon international chinois de la bijouterie, un rendez-vous qui a démarré samedi dernier. Un peu moins de 2000 exposants venus de 23 pays et régions présentent leurs plus belles pièces au Centre d'exposition international de Chine. Parmi les objets qui retiennent l'attention, ce vase en émail sur lequel sont représentés des pivoines, des azalées et autres iris. Pas moins de 200 couleurs différentes ont été nécessaires pour parvenir à un tel résultat. Ce vase est incroyablement magnifique. Il y a tellement de couleurs. En plus, il combine le style artisanal chinois et les styles occidentaux. Voici la plus grosse pépite d'or du monde, 62 kg d'or pur à 99,9%, présentée pour la première fois sur le territoire chinois. Les visiteurs qui foulent les 75 000 mètres carrés de l'exposition ont également été impressionnés par cette météorite dont la forme rappelle étonnamment les contours d'un aigle. Elle a été découverte dans le désert du Lobe Nord, dans la région chinoise autonome ouïghour du Xinjiang. Ce rendez-vous est perçu comme le premier du secteur de la bijouterie en Chine en termes de taille et d'influence. Et alors que les nouvelles technologies transforment les médias, les magazines de mode et d'autres quotidiens sont confrontés aux blogs en ligne. Plusieurs gros titres ont annoncé la fin prochaine de leurs activités alors qu'ils perdent de nombreux lecteurs. Et dans le même temps, les plateformes de nouveaux médias tels que WeChat et Sina donnent la voix aux blogueurs. Certains gagnent même en notoriété en postant sur Internet des informations sur la mode. L'un des magazines pionniers de la mode, Riley, a été suivi pendant près de 15 ans par les passionnés de mode. Mais il vient d'annoncer qu'il cesserait son édition imprimée à compter de janvier 2016. Également ce mois-ci, le célèbre magazine local le Shanghai Weekly a cessé sa publication.
De plus en plus de gens modifient leurs habitudes de lecture en passant de la presse écrite à la presse en ligne. Et Li Wenxi est l'une d'entre elles. J'avais l'habitude d'acheter des magazines dès que je me rendais dans un kiosque à journaux. Mais désormais, je n'en achète quasi aucun. L'une des raisons est que ces magazines sont très lourds et pas faciles à transporter. Une autre raison est que je ne sais pas quoi en faire après les avoir empilés chez moi. Je ne pense pas qu'ils soient très recyclables. Désormais, je lis par le biais de mon téléphone ou avec certaines applications mobiles. Les magazines de mode et de style de vie ainsi que les quotidiens ont été le plus durement touchés, car poster des informations en ligne sur ces thèmes nécessite peu de formation professionnelle et peut attirer un large public. Les blogueurs de mode sur Internet et autres micro-blogueurs ont commencé à avoir d'importants groupes de fans il y a 2 ou 3 ans, quand de plus en plus de gens ont commencé à utiliser WeChat et Weibo depuis leur téléphone mobile. Certains sont devenus si célèbres qu'ils ont même été invités à des événements majeurs comme le défilé de Victoria's Secret, ce qui leur a permis d'écrire des scoops sur leur blog dès le jour suivant, et ce bien plus rapidement que la presse magazine traditionnelle. Les magazines de mode traditionnels ont dû changer sous l'influence de cette pression. Su De est la directrice d'un magazine mensuel et a été témoin de cette transition au sein de l'industrie. L'année 2010 a été le pic du secteur en raison de l'expo. Mais après cela, tout a diminué, surtout dans les hebdomadaires et les magazines de mode, car ces derniers recevaient les investissements de clients dans l'industrie de luxe. Désormais, le gouvernement a mené une répression sur la consommation de luxe et il y a moins de cadeaux offerts. Donc, les sponsors ont modifié leur budget marketing et cela a affecté les magazines qui le sponsorisaient. Madame Su a déclaré que dans le même temps, les coûts du travail pour les magazines étaient en hausse et représentaient la plupart des dépenses en hausse du Mediapresse. Il y a également un grand nombre de rédacteurs et de journalistes qui ont quitté la presse magazine et lancé leur propre blog en ligne, ce qui a également affecté la presse écrite. Par ailleurs, la montée en puissance des nouveaux médias a offert aux marques une nouvelle plateforme publicitaire. Sibyl Chen est une stratège du numérique et déclare que la plupart de ses clients veulent ces derniers temps faire leur propre promotion sur Internet. Nous pouvons constater qu'il y a un changement dans les plateformes utilisées par les marques pour se promouvoir elles-mêmes. Désormais, elles font davantage attention aux plateformes en ligne, mais également aux leaders d'opinion clés de l'industrie de la mode. Et même pour des marques qui ne sont pas dans le secteur de la mode, comme les entreprises de technologie, elles apprécient avoir de la promotion par ces leaders clés dans diverses industries. Chen a déclaré que par le biais de la promotion sur les plateformes de nouveaux médias, les marques peuvent recevoir davantage de commentaires instantanés et de retours de leur clientèle ciblée. Cependant, Madame Su du magazine Horace a fait savoir qu'un séisme se produirait prochainement car la plupart de ces plateformes ont reçu des investissements en capital au cours des 2 dernières années et seront prochainement confrontées au défi de montrer leurs profits. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.